Tu es la honte de notre famille. » La voix de ma mère fendit l'air comme du verre brisé. Les invités à nos fiançailles se figèrent. Puis vint sa main, une gifle brûlante, claquante. Je ne pleurais pas, même pas un sursaut. Je restais simplement là, à regarder cette femme qui, autrefois, me bordait tendrement le soir, et qui, maintenant, m'exposait au jugement pour avoir refusé d'épouser l'homme qu'elle avait choisi. Je tournai la tête vers Bastien. Son sourire suffisant en disait plus que des mots. Il savait tout. Il n'était même pas surpris. Maman criait, m'accusait d'avoir déshonoré la famille, me traitait d'égoïste parce que j'avais rejeté un homme qui, selon elle, aurait pu résoudre tous nos problèmes. Puis elle m'ordonna de partir. Me chassa de la maison familiale. Je sortis, dans la nuit glaciale, vêtue seulement de la robe qu'elle avait elle-même choisie. Personne ne me suivit, pas même mon père. Même Jules, mon frère, resta là, immobile, comme s'il regardait un film qui l'ennuyait. J'avais 23 ans, et je n'avais plus rien, pas un sou. Mais je ne dis rien. Je ne supplierai pas. Pas cette fois. J'avais déjà supplié assez. Cette nuit-là, je marchais 5 kilomètres pieds nus, mes escarpins à la main. Les larmes avaient séché sur mes joues. Mon téléphone vibra, et l'espace d'une seconde, je crus qu'un cœur s'était enfin réveillé parmi eux. Mais non, ce n'était qu'une notification. La course Uber que ma mère avait promis de payer venait d'être annulée. C'est à cet instant que je compris. Pour eux, j'étais morte. Et eux aussi étaient morts pour moi. Je passai la nuit dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. La chambre empestait le tapis humide et la fumée froide. J'y laissai mes derniers 60 €. Toute la nuit, je fixais le plafond. Je ne pleurais pas, je brûlais. Mais pas de douleur, de détermination. Je n'avais pas l'intention de disparaître. Je reviendrai. Pas pour me venger. Pour le silence. Ce silence plus fort qu'un cri. 12 ans plus tard, je descendis d'un jet privé, perché sur des talons plus chers que la maison où j'avais grandi. Le soleil dansait sur mes lunettes de soleil tandis que je tenais la main de ma fille. Ses boucles souples sautaient à chaque pas. « Maman, c'est eux ?» demanda-t-elle en pointant du doigt. Oui. Ils étaient là. Ma mère, mon père, mon frère, au bord du tarmac. Les bouches entr'ouvertes, les yeux écarquillés, le teint livide, comme des spectres. Je souris. Je n'étais plus en colère. La douleur s'était éteinte depuis longtemps. J'étais au-dessus de tout cela. Mais ce qui les tua, ce ne fut pas mon retour. Ce fut le silence, glacé, assourdissant, où tout se disait sans mots, celui qu'on ne pouvait plus me reprendre. Et tout avait commencé par une gifle, une valise et un cœur qui n'était brisé que pour un temps. Ce n'était que le début. Ils ne bougèrent pas, restèrent figés alors que je posais le pied sur le béton, même lorsque le rugissement des moteurs s'éteignit, même quand ma fille lâcha ma main et courut vers eux, vers ceux qu'elle n'avait jamais vus, mais qu'elle appelait sa famille. « Grand-mère ?» demanda-t-elle doucement, s'arrêtant à quelques centimètres de ma mère. Maman ne répondit pas. Sa main trembla, peut-être de culpabilité, peut-être de choc, mais elle ne tendit pas les bras. Elle semblait voir un fantôme en plein jour. J'avançai lentement vers eux, mes talons claquant sur le béton. Chaque pas, mesuré, contenu. Ce n'était pas pour la vengeance, c'était pour la dignité. 12 ans, dis-je en m'arrêtant à quelques mètres d'eux. Il m'a fallu 12 ans pour bâtir une vie qui valait la peine de vous quitter. Mon père déglutit. Sa pomme d'Adam tressaillit. Jules se balançait d'un pied sur l'autre, comme un enfant pris en faute à l'église, même s'il n'avait jamais connu la honte. « Elle te ressemble » murmura Jules, regardant Alma. « Elle porte mon nom » répondis-je calmement, « et personne d'autre. » La tension fendait l'air. Je n'eus pas besoin d'élever la voix. Ce silence, celui dans lequel il m'avait jadis enfermé, je l'avais transformé en acier.
12 ans plus tôt, je nettoyais des chambres d'hôtel et essuyais des tables dans un petit bistrot, où déjeunaient des hommes, comme celui que ma mère voulait que j'épouse. Un jour, Bastien passa devant moi dans son Audi noir et jeta un billet de 20 € à mes pieds, comme à un chien bien dressé. Ce fut la dernière fois que je le vis. Avec ces 20 €, j'achetais un vieil ordinateur portable. J'appris seule la programmation, puis le marketing, puis la finance. Je travaillais sur 3 emplois, dormais 3 heures par nuit et investissais tout dans un projet sans nom pendant 5 ans, Sell & Courage. Une agence numérique pour les femmes comme moi, rejetées, sous-estimées, laissées au bord de la route. La 7e année, un investisseur privé racheta l'entreprise pour 6,2 millions d'euros. Je restais directrice. À la 10e année, j'achetais déjà des sociétés comme celle qui appartenait jadis à la famille Morel. À la 12e, je n'étais plus seulement une femme avec une fille, j'étais une femme qui choisit. « Tu aurais dû faire un bon mariage », dit enfin ma mère. Sa voix trembla. « Je l'ai fait », répondis-je. « Je me suis mariée avec une vie plus grande que tout ce que tu jugeais suffisant. » Ses yeux se remplirent de larmes. Je crus que je ressentirais une forme de satisfaction, mais non. Il ne s'agissait plus de douleur. Il s'agissait du droit de prouver que j'avais réussi. Prouver qu'on peut se relever, sans haine, mais avec dignité. Qu'à partir des ruines laissées par d'autres, on peut bâtir son propre héritage. Ma fille tira doucement ma main. « Je peux retourner dans l'avion ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. Elle courut vers le jet, calme, comme si c'était naturel. Ma mère me regardait, comme si elle réalisait enfin combien d'occasions elle avait perdu de dire les bons mots. Mais je lui avais laissé du temps, des années entières, et elle les avait remplies de honte. « Pourquoi maintenant ?» demanda enfin mon père. Je le regardais, et pour la première fois, je vis que la peur qu'il m'avait inculquée était plus grande que lui. « Je ne suis pas revenue pour vous, » dis-je doucement. « Je suis revenue pour que ma fille sache ce qu'elle a quitté. » Je leur tournai le dos, comme il me l'avait fait autrefois. Mais cette fois, je partais avec la tête haute, un héritage dans les mains et une petite fille à bord à qui personne ne dirait jamais que l'amour se mérite. 3 ans après cette gifle, je touchais le fond si brutalement que j'y restais presque. Un studio fuyant à Saint-Denis, des cafards dans les murs. J'avais 26 ans. Je survivais avec les pourboires de serveuse et un emploi à distance qui payait à peine la nourriture. Mes cheveux tombaient du stress. Mon estomac brûlait de pâtes instantanées et d'eau en bouteille. Puis, le test. 2 barres roses. Je restais longtemps assise sur le carrelage froid de la salle de bain, qui sentait la javel et la moisissure, à les regarder. Personne n'a appelé. Aucun appui. Ni Madeleine, qui m'avait dit qu'une femme qui ne sait pas obéir ne mérite pas de toit. Ni Henri, qui fuyait toujours les disputes comme des incendies dont on pourrait le blâmer. Ni Jules, le fils préféré, à qui l'on aurait tout pardonné, même d'avoir brûlé la maison. Mais la vie, quelle étrange chose. Quand tout le monde t'abandonne, tu tombes ou tu te lèves. Je me suis levée, pas par miracle, par folie. J'essuyais des tables avec mon ventre rond sous un tablier délavé. Je suivais des cours du soir à distance, apprenant à coder depuis 0 sur un vieil ordinateur portable qui mettait 15 minutes à démarrer. Je dormais sur le canapé, pas sur le lit, pour pouvoir louer ma chambre et acheter des couches. Et c'est là que je la rencontrai. Claire, ancienne ingénieure devenue propriétaire d'une petite entreprise. Elle venait au bistrot une fois par semaine, toujours la même table, toujours des pourboires généreux, comme quelqu'un qui sait ce qu'est la faim. Un soir, alors que je lui servais son plat, elle m'appela. « Tu as des yeux qui n'appartiennent pas à cet endroit », dit-elle. Je ris amèrement. C'est peut-être le plus beau compliment que j'ai entendu cette semaine. Mais elle ne plaisantait pas. « Montre-moi ce que tu sais faire », dit Claire. « Je t'ai vu programmer pendant tes pauses. » J'ai failli pleurer. Pas parce qu'elle m'offrait un emploi, mais parce qu'elle m'avait vue. Claire m'a offert une chance. D'abord stagiaire,
puis, à distance, sans quitter mon canapé. Et j'ai transformé cette chance en miracle. Je créais des prototypes, dirigeais des campagnes sur les réseaux, réécrivais des stratégies de marque depuis le néant. Je ne faisais pas simplement un travail, je le vivais. Quand ma fille, Alma, est née avec mes yeux et la force d'une combattante, je menais déjà mon propre projet, Sell Encourage. Les nuits, les tétés, les échéances, je gérais tout comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était vrai. Quand Alma eut 3 ans, elle demanda « Maman, pourquoi on n'a pas de grand-mère comme les autres enfants à la maternelle ?» Je dis la vérité, parce que certaines personnes ne t'aiment que quand tu obéis. Je fis une pause. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Alma hocha lentement la tête. Alors, on n'a pas besoin d'eux, hein? Non, ma chérie, répondis-je. Désormais, c'est nous qui bâtissons notre vie. Et nous l'avons vraiment bâtie. À 8 ans, Alma comprenait les bilans financiers mieux que bien des adultes. À 10, elle siégeait à côté de moi lors des réunions du conseil d'administration. Je ne voulais pas seulement élever une fille, je voulais élever une femme qui connaît sa valeur. 12 ans avaient passé depuis la gifle, cette nuit chargée de honte et de silence, et je leur offris ce qu'ils ne m'avaient jamais donné, le droit de regarder. Pas de participer, pas d'appartenir à quelque chose de grand, juste regarder et me voir partir à nouveau. Ce fut la plus cruelle et la plus juste des leçons que la vie pouvait leur offrir. 2 semaines après mon retour, alors que le silence de cette rencontre s'était dissipé, je reçus une lettre. Pas un mail. Une vraie lettre, écrite d'une main fine et penchée, celle de ma mère. Alma me l'apporta alors que j'examinais des campagnes publicitaires dans notre cuisine inondée de soleil. « Maman, dit-elle curieuse, qui écrit encore des lettres aujourd'hui ?» Je pris le courrier avec précaution. Je savais déjà de qui il venait. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Je la regardais simplement parce que, pour la première fois de ma vie, ma mère voulait quelque chose d'autre de moi. Pas l'obéissance, pas le silence. Autre chose. Peut-être une seconde chance. Ce week-end-là, Alma et moi fûmes invités à un gala caritatif privé au Marais, à Paris. Vieille fortune, costumes impeccables, murs de verre et sourires figés. Alma s'ennuyait jusqu'à ce qu'elle remarque un piano dans un coin. Elle s'approcha, effleura les touches et demanda à l'organisateur « Je peux jouer ?» Les gens sourirent avec condescendance, mais Alma s'assit et la salle se figea. Elle joua clair de lune avec une intensité telle que même les puissants se turent. La musique semblait être la douleur et la force réunies en un seul souffle. Et là, au fond de la salle, je la vis. Ma mère. Je ne l'avais pas invitée. Elle n'aurait pas dû être là, mais elle y était. Serrant son sac comme une bouée, appuyée contre un mur de marbre, regardant la fillette qu'elle ne connaissait pas, écoutant l'âme qu'elle n'avait pas nourrie. Quand Alma eut fini, les applaudissements éclatèrent, tonitruants. Ma mère pleurait. Après la soirée, elle nous rejoignit près du parking. « Elle est merveilleuse », murmura-t-elle, tendant la main. Alma me regarda. Je ne dis rien. Ma mère s'agenouilla, tentant un sourire. « Tu sais qui je suis, ma belle ?» Alma inclina la tête. « Vous êtes celle qui a chassé ma maman, n'est-ce pas ?» Le visage de ma mère pâlit. L'air devint lourd entre nous. « Je me suis trompée, » murmura-t-elle. « Je croyais te protéger. » Je ne savais pas. « Tu ne voulais pas savoir, » la coupai-je. « Ce n'est pas la même chose. » Ses mains tremblaient. « Puis-je un jour l'inviter à déjeuner ?» Alma tourna vers moi un regard plein d'attente. Je ne répondis pas. Je lui tendis simplement les clés et lui dis d'attendre dans la voiture. Puis, je croisai le regard de ma mère. Un déjeuner n'est pas un dû, c'est quelque chose qui se mérite. 1 semaine plus tard, une autre lettre arriva. Cette fois, longue. Une confession.
des lignes où elle avouait avoir confondu le silence avec la force et le contrôle avec l'amour. Elle reconnaissait s'être trompée, que son amour avait toujours été conditionnel, qu'elle n'avait jamais compris à quel point les filles deviennent fortes quand on les abandonne et qu'elles survivent. Elle écrivait qu'en regardant Alma, elle voyait en moi la femme qu'elle n'avait pas su devenir et qu'elle en était jalouse. Je ne répondis pas par cruauté, parce qu'il existe un pardon qui n'a pas besoin de mots, seulement de limites. La réponse, c'est Alma qui la donna. Un jour, elle écrivit à sa grand-mère quelques lignes. « Je suis heureuse, mamie. Mais heureuse grâce à maman. Si tu veux en faire partie, commence par elle. » Ce fut la première fois depuis longtemps que je pleurais. Pas de douleur, de fierté, parce qu'Alma était devenue tout ce qu'on m'avait refusé d'être. Et elle l'avait fait en me regardant traverser le feu sans devenir cendre. Un doux jour de printemps, la rencontre eut lieu, ni prévue, ni officielle, simplement inévitable. L'école d'Alma organisait une journée du patrimoine personnel où les élèves invitaient ceux qui avaient marqué leur parcours. J'étais convaincue qu'elle me choisirait, comme toujours. Mais ce matin-là, elle demanda doucement « Je peux inviter quelqu'un d'autre ?» Je haussai un sourcil. « Qui donc ?» Elle hésita. « Mamie. » Les vieilles cicatrices frémirent, mais j'avais confiance en ma fille. Si Alma tendait la main, c'est qu'elle voyait du sens à le faire. J'acceptais. Je la vis entrer dans la salle. Une femme qui savait qu'elle ne méritait pas d'être là, mais espérait encore y trouver sa place. Elle portait une veste bleu pâle, ses mains tremblaient, serrant un petit bouquet. Quand Alma monta à la tribune, la salle se tut. « Mon héritage, » dit-elle d'une voix claire et fière, vient d'une femme qui a bâti l'avenir à partir de rien. Elle m'a appris que le silence peut résonner plus fort que les mots et que survivre peut être la plus élégante des vengeances. Les applaudissements emplirent la salle. Mais Alma poursuivit. « Aujourd'hui, j'ai invité une autre femme, celle qui s'est trompée autrefois, mais qui essaie maintenant de réparer. » Ma mère eut un hoquet discret. Alma se tourna vers elle. « Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est refuser de laisser la douleur écrire ton histoire. » Tous regardèrent dans ma mère. Elle pleurait déjà. Après la cérémonie, nous étions assises dans le jardin de l'école, sous un saule. Le silence entre nous n'était pas hostile, seulement prudent, comme entre deux êtres qui réapprennent à parler. « Je ne mérite pas cela, » dit ma mère. « Je ne te l'offre pas parce que tu le mérites, » répondis-je. « Je le fais parce que je ne veux pas qu'Alma croie que les rancunes sont le seul héritage qu'on puisse transmettre. » Elle hocha lentement la tête. J'ai gardé la lettre d'Alma. Je la lis chaque nuit. Je m'en doutais. Après une pause, elle sortit de son sac quelque chose d'inattendu, une bague. Celle qu'elle voulait jadis passer à mon doigt. Je l'ai gardée, murmura-t-elle, parce que je croyais avoir raison. Je pensais que, si tu tombais, je te la rendrais en disant « Je te l'avais bien dit ». Mais je ne suis pas tombée, dis-je doucement. Elle acquiesça, les yeux brillants. « Non, tu t'es relevée. » Et elle posa la bague dans ma paume. « Fais-en ce que tu veux. Vends-la, brûle-la, enterre-la. Mais sache que je ne retiens plus le passé. Il est à toi, désormais. » Une semaine plus tard, je remis la bague à Alma. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je dois en faire ?»« Ce que tu veux, » répondis-je. « Mais promets-moi une chose. »« Laquelle ?»« Ne la laisse jamais décider de qui tu es, de qui tu aimes et de qui tu pardonnes. » Alma sourit. « Promis. » Les années passèrent. Mes parents ne guérissaient pas entièrement, mais ils essayaient. Et parfois, essayer, c'est déjà suffisant. Alma devint la femme que j'avais jadis rêvé d'être, forte, douce et indomptable. Et un jour, debout à ses côtés, regardant sa propre fille courir sur la pelouse, je me souvins de cette gifle, de cette nuit et de ce silence. Il ne m'avait pas brisée, il m'avait donné à nouveau la vie.